Vous aimez UFO Conscience et souhaitez soutenir concrètement cette chaîne? Vous avez maintenant la possibilité de soit faire un don PayPal pour préserver la continuité de l'accès libre pour tout le monde, ou bien souscrire à la chaîne en devenant membre premium pour seulement 4,99€ par mois, et ainsi profiter de nombreux avantages comme un large contenu de vidéos inédites et d'archives dans cette playlist qui va s'enrichir au fil des mois. A savoir également que désormais, certaines vidéos seront disponibles en accès libre seulement pendant 15 jours, puis réservées aux membres qui ont souscrit à l'offre de la chaîne. Pour en bénéficier, il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre et voici ce qui vous attend pour vous remercier de votre soutien. Et ce qui est intéressant avec la vision à distance ou le remote viewing, c'est qu'on va tirer sur des leviers ou des capacités de l'esprit qui sont très utiles pour les rencontres rapprochées du 5e type. Justement, c'est calmer l'esprit, c'est l'attention au corps, c'est le lâcher-prise, c'est la confiance en soi, c'est le déconditionnement, etc. Et ce qui est marrant, c'est que Steven Greer lui-même, aux États-Unis, promeut lui aussi le remote viewing ou la vision à distance comme étant un outil très puissant pour pratiquer et s'exercer aux rencontres rapprochées du 5e type, parce que ça permet justement d'atteindre cet état de conscience non locale. On le voit déjà que le terme OVNI, il est de moins en moins utilisé. Ouais. En France, on parle de PAN, même les organismes officiels parlent de phénomènes aériens non identifiés. Et aux États-Unis, UAP, ouais. UAP, Unidentified Aerial Phenomenon. Pourquoi? Parce que quand on parle d'objets volants non identifiés, on met de nouveau l'accent sur le côté physique et matériel du phénomène. Mais oui, le phénomène est physique, ça j'en conviens. Mais il n'est pas que ça. Il y a toute une partie psychique, une partie conscientielle. C'est pour ça que le terme de phénomène me semble beaucoup plus approprié. Et puis, il y en a un qui a appelé la gendarmerie. Vers 8h du matin, la gendarmerie était là. Et B est venu avec eux, ainsi que son collègue, parce que lui voulait voir dans quel état était la tente. En fait, la tente était intacte, à leur grand étonnement. Et les gendarmes, donc, ont investigué cette clairière où ils ont trouvé des traces dans l'herbe, conformément à ce qui avait été dit. Quand les espèces de portes de frigidaire ont avancé vers eux, ils ont trouvé la cime des arbres qui était desséchée. Ils ont trouvé une sorte de substance blanche qui s'est évaporée dès que le soleil est arrivé, ce qui n'est pas tout à fait inconnu en ufologie non plus. Et puis surtout, ça c'est ce qu'il y a de bien avec la gendarmerie, ils avaient du matériel, dont des compteurs de radioactivité, et le compteur a tapé. Il y avait de la radioactivité. Alors c'est-à-dire que la gendarmerie a constaté tout ce que tu viens de nous dire. C'est-à-dire... Oui. Avec les traces au sol, tout ça, ça a été notifié en fait par la gendarmerie. Et ça a été probablement photographié aussi. Ils avaient tout ce qu'il fallait. Et B a même dit à un des gendarmes, il a dit mais il tape là le compteur Gégère là. Il a dit oui ça tape. Donc voilà. La question que je me pose, c'est est-ce que ça tape encore aujourd'hui, tu vois, par exemple. Oui, ça c'est une bonne question. Ouais. Comme le disait Lincoln Lapaz et d'autres scientifiques qui ont la référence que j'ai mis au-dessus, des scientifiques et des militaires, ils résumaient en disant ces objets sont inférieurs aux vitesses des météorites, mais supérieurs à celles de tous les aéronefs connus. Et détail le plus surprenant, c'est qu'ils se convergent tous vers les centrales nucléaires les plus secrètes de l'époque, les 5 les plus secrètes de l'époque. Parce qu'en fin de compte, on a confié à Lincoln Lapaz la mission d'aller interviewer, d'aller interroger les militaires concernés dans les bases et d'en faire un rapport. Et ce document est déclassifié, c'est AFODI Summary of Sighting of Unknown Aerial Phenomena, qui est ici, la première page sur 22. Et il a classé 209 signalements. On en enlève 50 qui sont des météores, probablement des météores naturels, le reste c'est des disques ou des variations. Et ils sont tous concentrés sur des centrales, dont la première est Los Alamos. Si vous aimez ce programme et que vous voulez que ça continue le plus longtemps possible, n'hésitez plus et cliquez sur le bouton rejoindre pour devenir membre et profiter dès maintenant d'un large contenu uniquement pour vous, soutien de cette chaîne.
Christian, bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir Olivier, je vais très bien. Et toi? Ah bah très bien, merci. Tu es de retour ce soir pour nous parler cette fois des Galactiques. Comme c'était d'actu, il n'y a pas longtemps, avec ce qui s'est passé au Zénith de Limoges, qui a fait grand bruit. Tu vas nous expliquer un peu ce système de croyance, si on peut dire ça comme ça. Mais avant, j'aimerais annoncer un événement pour lequel nous sommes partenaires avec Najib Kari. Il s'agit d'une masterclass ufologique qui aura lieu sur place à Lyon le 2 juin 2024 de 10h à 18h. Cette journée à comité réduit vise à explorer dans un environnement convivial l'histoire des ovnis ainsi que les perspectives actuelles et futures. Il sera question aussi de parler de l'histoire, la géopolitique, la conscience humaine et la science post-matérialiste. Si ça vous intéresse, tous les liens sont dans la description. Et donc à nous deux, Christian, à nous deux pour cette émission de ce soir, donc comme je l'annonçais au début. Alors pour revenir à ce spectacle, on pourrait dire ça comme ça, le spectacle du Zénith, parce que quand je dis spectacle, c'est qu'il y avait bien sur place des magiciens, des chanteurs, des conteurs, bref, un peu de tout ça pour faire du spectacle. Tu as une animatrice qui se prend pour une journaliste et qui dit des spectateurs que ce sont des Robins des Bois. Est-ce que toi aussi tu as fait attention à ça quand ils disent que ce sont des Robins des Bois qui sont les spectateurs, qui sont sur place? J'ai Oui, trouvé ça assez bizarre. Pourquoi des Robins des Bois? aussi, je sais pas trop, j'ai pas tout compris là-dessus non plus. Je trouve juste parfois que l'humour est assez mal placé dans cette. Il y a souvent des gens avec un humour qui est un peu forcé ou qui on ne les sent pas à l'aise au final, je trouve. Est-ce Voilà. que c'était un peu comme une sorte de code, tu sais, les Robins des Bois, c'est-à-dire des personnes... Parce que Robin des Bois, il faut se replacer dans le contexte, c'est quelqu'un qui vole aux riches pour donner aux pauvres, si j'ai bien compris ce conte. Oui, tout à fait, ça va être ça. Oui, oui, c'est ça. Donc, quel rapport avec des spectateurs au Zénith pour ce spectacle de Galactique? Alors là, j'avoue que j'ai pas très bien compris, en fait. Ben, moi non plus. Je ne sais pas. Robin des Bois, ça ramène effectivement à une forme de justice, en fait, vis-à-vis des riches. Ah. J'en sais pas beaucoup plus. Après, c'est vrai que dans le peu que j'ai vu, de ce qu'on a vu du spectacle qui a bien voulu nous être montré, puisqu'il faut bien signaler que cette vidéo a été tournée par le seul média qui était autorisé sur place. Tous les autres médias mainstream, comme ils les appellent, donc officiels, M6, France 3 et les autres, n'étaient pas autorisés sur l'endroit. Ils ont été refoulés à la sortie. Ah oui, tout à fait, j'ai vu À ça l'entrée, aussi. pardon, Ouais. à l'entrée, voilà. Donc, Oui, ils les appellent les nuisibles, quand même, dans la vidéo. Ah oui, Ils carrément. Donc c'est une très grosse censure, là, déjà. C'est une Ouais, très ça, grosse c'est clair, censure. ouais. Absolument, ça c'est déjà une première chose. Voilà, c'est caractéristique. Tu verras dans ce que je vais aborder ce soir, tout le long, tu vas retrouver un côté totalitaire, absolument, d'abord. Et surtout, on ne peut pas les contredire à aucun moment. Ce sont des gens, en général, qui n'acceptent pas la contradiction. Ah oui, ça c'est bien connu. Ça, c'est bien connu. Ça, voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. Et on ne peut pas dialoguer avec eux directement comme ça. C'est très Donc compliqué. en gros, tu sais, quand ils disent Robin des Bois, on pourrait penser qu'ils se prennent un peu pour des justiciers de l'ufologie, peut-être? L'ufologie, je ne sais pas, peut-être plus que l'ufologie en fait. De l'espace. De l'espace en général, mais aussi il y a quand même beaucoup de complotisme là-dedans. Il y a beaucoup de mouvances qui surfent un peu sur cette vague. Et est-ce que tu as vu aussi cette partie-là qui était franchement croustillante, où à un moment, ils prennent des photos dans le ciel, là? Oui, oui.
Je peux pas m'empêcher d'en rire, hein, je suis désolé. Mais... Et oui, parce qu'ils annoncent en fait des vaisseaux extraterrestres qui vont être présents et donc ils leur demandent, je sais plus, à midi et demi de sortir dehors pour prendre en photo donc les vaisseaux extraterrestres. Oui, oui, c'est ça. Ils les appellent, ils les ont appelés en élevant, alors je reprends les termes, attention, en élevant leur niveau vibratoire afin de pouvoir les appeler et afin qu'ils se montrent, tout simplement. On est dans quelque chose d'extrêmement controversé, c'est-à-dire que, effectivement, tu verras tout au long du texte, je ne peux pas nommer de gens, je nomme personne et je nomme que très peu de mouvements. Hein. Ah ben c'est très difficile, c'est très difficile. Très difficile. Hein, c'est très très. Et oui, parce que en plus, ce sont des gens qui attaquent directement quand tu parles d'eux, qui ne supportent pas la contradiction. Oui. Donc effectivement, c'est pas facile. Et surprise, pendant une projection de photos prises la veille, on peut y voir une belle collection d'insectes. Où on peut même y voir des ailes. Tu sais, sur les photos, des petites ailes de mouches, de moucherons, des choses comme ça. Mais aussi, on imagine peut-être des ballons ou autres drones que certains ont fait voler au moment d'envoyer les gens dehors, tu sais, de faire l'annonce. Allez, vous pouvez sortir maintenant. Et puis, tu sais, t'en as qui sont avec les talkie-walkie. C'est bon, vous pouvez envoyer les drones. C'est bon, c'est parti. Allez, on envoie les drones, on envoie les ballons. Et puis, les gens dehors pour prendre des photos, comme on a vu ça dans les vidéos. Il ne faut pas non plus exclure des vidéos qui n'ont aucun rapport avec le symposium et qui ont tout simplement été prises sur le net pour être diffusées donc dans cette projection-là, la petite projection de photos dans ce symposium. Donc de simples montages ou autre confusion. Hein, tu avais vu ça aussi, la partie, tu sais, avec les photos qui ont été diffusées, les vidéos, tout ça? Oui, j'ai vu cette partie-là, et justement, la journaliste qui en parle, je ne sais pas si c'est une journaliste ou comment on appelle ça, une présentatrice. On peut dire une animatrice. Une animatrice, c'est le mot, voilà. Il y a une animatrice, effectivement, qui a un humour assez mal placé, je trouve, encore une fois. Il y a ce côté il y a un côté dérangeant là-dedans, qui a cet humour un peu mal placé, qui dit que justement, pour éviter les contradictions vis-à-vis de ces vidéos, elle montre bien qu'il s'agit du Zénith, du parking du Zénith, à un moment donné. Alors, je ne sais pas si ça a été tourné à ce moment-là, ou un peu avant, ou un peu après, je ne sais pas. J'ignore complètement J'étais pas sur place, donc on ne peut pas juger par nous-mêmes. Et d'ailleurs aussi, autre chose qui m'a vraiment sauté aux yeux. On remarquera sur les vidéos qu'il y a une majorité de femmes de plus de 60 ans. Oui. Ça m'a sauté aux yeux et c'est d'ailleurs rassurant, hein, car ça signifie que les jeunes sont moins naïfs, plus réfléchis au final. Alors, je ne dirais pas ça pour tous les jeunes, non, mais en tout cas, pas attirés par ce genre de réunion, ça c'est sûr. Ça, c'est certain. Voilà, j'ai remarqué effectivement la moyenne d'âge qui était assez élevée, j'ai trouvé. Ils étaient à peu près 2200 personnes. Il faut savoir que le Zénith de Limoges peut accueillir jusqu'à 6000 personnes. Donc ça ne fait qu'un quart de la salle qui est occupée. Oui, contrairement à ce qu'on nous avait dit, tu sais, dès le départ, les salles n'étaient pas pleines. Enfin, en tout cas, les 3 jours de symposium, la salle n'était pas remplie. Moi, je pensais que c'était rempli, mais pas du tout. Pas du tout, non. Absolument pas. Et donc, la moyenne d'âge est importante, oui, c'est peut-être aussi une question de cible financière, hein, tout simplement, parce qu'il y a quand même un côté mercantile dans ce genre de manifestation. Hein, d'ailleurs, je sais plus, ils en parlent même, d'ailleurs, dans la vidéo, ils en parlent même au niveau du rapport financier qui est donné. Un peu plus à la fin de la vidéo, en fait. Il y a une interview là-dessus, justement, sur le rapport financier, c'est-à-dire combien a coûté la location du Zénith et toutes ces choses-là. Mais bon, ça laisse quand même une marge de manœuvre. Hein, c'est une marge financière de manœuvre assez conséquente. Moi, ce que je dirais là-dessus, quand même, c'est qu'il y a eu un hymne qui a été diffusé. Alors, je ne sais pas si on le voit. Je crois qu'on ne le voit pas dans la vidéo officielle, mais la vidéo qui a été tournée par un infiltré, une autre chaîne YouTube qui a infiltré un peu la manifestation. On entend un hymne donc à la liberté, je crois que ça s'appelle,
qui ressemble trait pour trait, mais vraiment quoi, à l'émission, enfin, comment on appelle ça, à la musique de l'émission donc de L'île aux enfants. Hein, Ah c'était oui. très. Alors ça touche ma D'accord. génération forcément parce que j'ai plus de 60 ans. J'ai Voici 60 ans. venu le temps Ouais, de c'est ça. les C'est ça. Tu écouteras, tu verras si tu retrouves la même trame. Hein. Bon, c'est très naïf, mais il y a peut-être une raison aussi. Hein. Peut-être de toucher une certaine population. Hein. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Bon, peut-être une question de moyens aussi, puisqu'il faut. Christian, quand tu parles, est-ce que tu peux te reculer, tu sais, être un peu plus loin de ton micro parce que j'ai l'impression que Je ne suis pas sur le micro de la webcam, je suis sur un micro avec une oreillette. Ah oui, et aussi, est-ce que l'on pourrait rajouter à ce symposium, hein, tu sais, en analysant en fait les gens qui étaient présents et aussi les discussions, les sujets, tout ça, on peut aussi rajouter qu'il y avait un grand nombre d'antivax et aussi des complotistes de QAnon, parce que QAnon était présent, hein, je crois que c'était le porte-parole de QAnon France qui était présent, et d'ailleurs ça va très bien avec toutes ces croyances de galactique, tout ça, ces croyances qui ne sont pas ufologiques, hein, c'est des croyances complètement qui n'ont aucun rapport avec l'ufologie, même si ces derniers veulent faire croire que ça a un rapport avec l'ufologie. Non, bien sûr que non, c'est un spectacle, hein, on le répète. Hein. Ah, Et tu ça verras aussi, peut-être un peu plus loin dans mon texte, tu verras qu'il y a quand même. Il y a peut-être des rapports quand même, mais bon, c'est vrai que c'est des rapports éloignés. C'est pas des rapports directs du tout. oui, c'est sûr, dans le sens qu'ils se servent, en fin de compte, de l'ufologie, ça c'est sûr. Oh, mais c'est même plus que ça, tu verras. Enfin, c'est une colonne vertébrale, en fait, que je vais te décrire. Tu vas comprendre un peu par la suite. C'est quelque chose qui est commun, mais qui n'est pas. Tu peux mettre ce que tu veux dessus. Tu n'es pas obligé de mettre de l'ufologie. Hein. Auparavant, d'ailleurs, toutes ces choses-là, enfin, tout ce que je vais décrire, n'était pas lié à l'ufologie. L'ufologie, c'est une invention dans le sens découverte. Hein. Je dis bien une invention dans le sens découverte, pas dans le sens imaginatif. Hein. Donc c'est quelque chose qui s'est greffé dessus à partir des années, on va dire 40, 45. En tout Euh, cas, on précise, il faut quand même préciser que l'exposé de ce soir, hein, que tu as préparé pour ce soir, pour l'émission de ce soir, n'a pas de rapport direct avec la soirée du Zénith. Ça, il faut bien le préciser. non, Ce n'est pas basé sur les personnes qui étaient présentes au Zénith. du tout, absolument pas. Je ne cite aucune d'ailleurs Je ne cite que quelques passages de la vidéo, un seul passage de la vidéo qui est assez étrange, je trouve, on en reparlera. Mais c'est tout. Après, on peut parler, si tu veux, au sujet de cette vidéo, pour finir, on peut parler du décor quand même, qui est assez grandiloquent. Enfin, je sais pas si Ah tu oui, l'as. il y a eu ça aussi, oui, oui. Voilà, ça rappelle, moi bizarrement, tu vois, ça me rappelle une série des années 70 qui s'appelle Cosmos 1999, quoi. Il y avait beaucoup de plastique comme ça d'écrans. Oui, c'était très kitsch. Ouais, je dirais assez années 70 qui peut correspondre aussi avec l'âge du public, hein. Ah, tout Parce à que c'est des fait, gens, et qui va très bien avec la présence qui était sur place, ouais, c'est-à-dire beaucoup de femmes de plus de 60 ans. Ouais, ouais. ouais, c'est ça. Hein. Ah oui, qui ont pu voir ces séries quand ils étaient plus jeunes, hein. Dans les années 73, c'était diffusé le samedi après-midi à la télévision à l'époque. Sur la première chaîne, il n'y avait que 2 chaînes, je crois, ou même qu'une à l'époque. Et Et donc, d'ailleurs, Christian, comment expliquer justement autant de femmes de plus de 60 ans, plus que d'hommes? Comment alors ça, je ne sais expliquer pas. ça? C'est assez féminin, hein, attention. Tout ce que je vais exposer plus tard, on va parler aussi des youtubeuses spirituelles, parce que je mets tout le monde un peu dans le même bateau dans cette histoire-là. Hein, ils touchent tous un peu la même chose. Il y a beaucoup de jeunes femmes, et le New Age en général touche plus facilement les femmes que les hommes, a priori. Les femmes seraient-elles plus croyantes que les hommes? Peut-être, je ne sais pas. Je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais peut-être. Il y a peut-être C'est possible en fait. Hein. il y a Enfin, peut-être un après moi, chemin. c'est une question que je pose. Attention, hein, je veux pas les foudre de mesdames. Non, 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 faut pas Mesdames faire qui ça. nous écoutez, attention, hein, je suis pas en train de dire que vous êtes plus naïfs que les hommes. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais on remarque quand même
très gros pourcentage de femmes de plus de 60 ans, c'est à se demander, on est obligé de se poser la question, est-ce que la croyance est plus forte? C'est clair, on est obligé de se Ah, poser cette question. j'ai un cas dans ma propre famille, j'ai rien à dire, hein, donc je veille d'ailleurs. Hein, je connais quelqu'un dans ma famille qui fréquente beaucoup de sites web complotistes et qui est dans cette tranche d'âge. Hein. Aïe, 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 aïe. Voilà. Mais oui, mais ça m'étonne pas du tout parce que moi, c'est pareil. Je connais beaucoup de femmes de cette tranche d'âge qui sont justement dans cette mouvance. C'est clair. Eh oui. C'est peut-être aussi une perte de confiance politique dans l'histoire. Hein. C'est Il y peut-être a aussi ça aussi. une perte de conscience vis-à-vis des médias traditionnels qui véhiculent toujours le même genre d'informations. Oui, mais du coup, Et ça se donc, retourne, si tu veux, ça se tourne vers une autre direction qui n'est pas non plus de confiance. C'est ça ah le non, problème. pas du tout, justement. Non. C'est sauter de quelque part qu'on n'est pas bien, enfin qu'on n'est pas à l'aise avec les propos, tout ça, mais d'un autre côté, on retombe à un endroit où on est manipulé, où on est totalement manipulé. Donc Oui. voilà, Ah, oui, je dirais que la période Covid a dû jouer un certain rôle, hein, ça c'est une certitude. Ça a dû jouer un rôle amplificateur. Hein, Et puis je sais pas, il y a ça aussi, je sais pas si tu as fait gaffe là, tout le temps. Alors moi, bon, je suis pas pour Macron, hein, je suis pas du tout pro Macron. Voilà, c'est pas mon truc la politique, hein. Moi non plus. Mais entendre toujours les mêmes vannes qui ont été maintes fois expliquées, quoi, tu vois, avec c'était quoi encore Brigitte Macron Alors, avec Trognon ou Trône, comment que c'était encore, je sais plus. Trogneux, je crois, c'est ça. Oui, Trogneux. oui, voilà, Trogneux, machin, qu'en fin de compte, ça a déjà été expliqué que c'était le frère de Brigitte Macron, mais il y a encore des gens qui pensent que c'est un trans. Enfin, c'est vraiment, en fait, moi je trouve ça honteux, honteux, tout simplement. Oui, Je oui, trouve ça oui. dégradant et honteux. Et pourtant, je ne soutiens pas, je suis pas pour Macron. J'ai pas voté pour Macron en plus, hein. Je pense qu'il y a une J'ai perte pas de voté du confiance. tout, Hein. tout Il y a simplement. voilà, il y a une perte de confiance. Le complotisme, en général, pris dans son ensemble, hein, parce qu'on pourrait le prendre par secteur, en fait. Hein. Il touche la médecine, il touche beaucoup de choses. Mais le complotisme a le mérite a le mérite. C'est pas le mérite, a la particularité d'expliquer un certain nombre de choses assez facilement. Voilà. Et quand je dis assez facilement, ça veut dire que les récits se tiennent. Hein, ça a l'air fou comme ça, mais ça se tient. C'est-à-dire quand tu regardes ça un peu d'un point de vue historique, ça se tient. Hein, et s'il joue là-dessus, hein, il joue sur Bah, un tout socle en simplement, fait. Oui, c'est un socle qui est assez simpliste. C'est une vision assez simpliste. Hein, d'ailleurs, on va aborder ça parce que tu verras, le complotisme tire ses racines disons-le, hein, de ce qui s'est passé avant la Seconde Guerre mondiale, hein, entre autres. Il y a beaucoup de sectes, de phénomènes sectaires autour de ça. Hein, il y a une croyance quand même, et c'est lié à des croyances hein, qui Mais je expliquent un trouve que peu. c'est quand même, tu vois, parce que je trouve que c'est quand même très dégradant et tellement méchant, quoi. Ah, c'est la nature Tu de vois, l'homme, on ne peut pas y faire grand-chose. c'est tellement bête, en Oui, fait. c'est ça, c'est bête, c'est le mot. C'est Même bête. si on, et je précise, même si on n'aime pas la personne, on peut ne pas aimer, tu vois, le couple Macron, mais de là à toujours sortir le même genre d'ânerie, alors que ça a déjà été expliqué que c'était son frère qui s'appelait, comment que tu dis, Trogneux, enfin, je sais pas, Oui, quelque chose je ne comme sais ça. plus. J'ai pas suivi tout Et ça. voilà, et qu'ils disent que c'était un homme, enfin, c'est ridicule, quoi. Voilà. Comment un Non, homme mais aurait pu attends, avoir mais deux enfants, je crois. Je crois qu'elle a mais deux enfants, deux filles. Enfin bref, tu c'est sais, ridicule, tout simplement, hein. oui, mais il y a beaucoup de choses ridicules là-dedans. Enfin, pas que là. Hein. Quand tu regardes les croyances New Age, ça part de choses ridicules. Par exemple, je vais juste donner un exemple avant de commencer. C'est les orbes. Je ne sais pas si tu connais les orbes. Bien sûr, bien sûr. Voilà, J'en ai bon, même photographié à plusieurs reprises. voilà, ces fameuses orbes qui en fait apparaissent en même temps que les appareils photo numériques. Hein, qui sont juste des mauvaises interprétations de poussière qui passe devant les objectifs, dont les adeptes du New Age en font des, enfin, comment dire, en font des êtres, hein, en font des manifestations en fait.
Ah oui, 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 ils sont Alors que, persuadés que ce sont des êtres d'autres dimensions, des choses comme ça. oui, Ouais, oui, ouais, voilà, ouais, mais c'est c'est clair. simplement ça, c'est ce qui se passe quand tu mets à disposition de tout le monde des technologies qui demandent quand même un minimum de recul, tout simplement. C'est ce qui se Tout passe à aujourd'hui fait. en général, hein, dans toute la technologie aujourd'hui qui est à disposition du public, au niveau des appareils photo portables hein, et surtout des téléphones portables, bien sûr, l'utilisation qui en est faite manque de recul, en général, manque de Et recul. c'est comme ça que des poussières ou des gouttes d'humidité, des choses comme ça, ou qu'est-ce qu'on pourrait dire encore d'autre? Oui, c'est des poussières, oui, tout à Oui, fait. des poussières, Et, je sais pas. des embruns d'eau, quand tu es au bord d'une cascade, des choses comme ça, comment on appelle ça? Oui, des embruns, on appelle ça. Alors Oui. moi, c'était arrivé. Alors, qu'est-ce que tu dirais? Tu sais, j'ai une photo où on était à proximité d'un champ, tu sais, un champ de blé, je crois, de Ouais. mémoire, avec une antenne radio qui était à proximité. Là, qu'est-ce qu'on pourrait dire là, du coup? Non, c'est des poussières. Les champs de blé ont toujours des Oui. poussières en suspension. Oui, parce que là, Ouais. avec le nombre d'orbes que j'avais sur ma photo, si vraiment ce seraient des êtres d'autres dimensions, alors là, je peux te dire qu'ils étaient très nombreux. Il y en avait Voilà, au mais moins bon. 30 de la photo, quoi, une trentaine de la photo, ce qui serait quand même ce qui ne tiendrait pas debout en fin de compte. Pourquoi il y aurait 30 êtres d'un seul coup dans un champ de blé? Enfin, tu vois, Peut-être que tu les attires, je sais pas, faut le savoir. peut-être que je les ai attirés. Alors dans ce cas-là, oui, voilà. Peut-être qu'Olivier de Sédona, à l'époque, il a eu un contact avec des Ah, êtres d'autres dimensions. Ouais, peut-être. pensais-tu? Qui sait? Peut-être que j'ai raté ma vocation de galactique. Hein. Ah, ça c'est sûr, parce que surtout, il y a une chose que j'ai Oui. découvert quand même à travers tes émissions, surtout, j'avais pas du tout conscience de ça, d'autant plus que je suis anonyme et que je n'ai rien, Il faut conscience. voilà, je Il n'ai faut rien à faire vendre. confiance. Il faut conscience. Voilà, de mon côté, je n'ai rien à vendre, il faut le savoir, hein, je n'édite pas de livre, je suis totalement anonyme pour des raisons professionnelles ici. Exactement. Voilà, Exactement. Et tu as toujours la gentillesse d'accepter une émission, oui, la troisième émission ce soir. bon, et donc, voilà, mais par contre, j'ai découvert tout ce côté mercantile, hein, je ne le connaissais pas, hein, je n'avais pas conscience de ça, hein, du tout. Moi, ça m'avait échappé, hein, j'étais quelqu'un d'un peu naïf quand même avant, là-dessus. Je ne pensais pas qu'il y avait de tels enjeux financiers autour de l'ufologie. Voilà. Et pourtant, et Et pourtant. pourtant, c'est vrai, c'est le cas. C'est le cas. Notamment, donc, on va parler du New Age, on va pas parler Alors des, Christian, oui, je sais on plus va là. parler de Tout à chiffres, l'heure, hein. tu parlais donc, tu voulais parler des orbes, mais je sais plus pourquoi tu voulais en parler. Ah, c'est une question de rapport à la technologie ou de bêtises, tout simplement, ou de mauvaise interprétation, ou de manque de culture par rapport à des événements auxquels on peut être confronté et D'accord. qu'on peut mal interpréter tout simplement parce qu'on n'a pas la formation pour les interpréter. Hein. La technologie qu'on a entre les mains, par moment, nous dépasse totalement, en fait. C'est-à-dire que la plupart des gens ne comprennent pas comment fonctionne ne serait-ce qu'un objectif photo, par exemple, et qu'un traitement numérique de la photo. Donc, Et oui, il faut c'est bon passer de le par, rappeler. il faut passer par des études pour ça. C'est un minimum de connaissances. Alors C'est pas mon cas, Christian, là. C'est pas mon cas, hein. Je je... suis pas spécialiste hein, là-dedans. tout à fait. Christian, je te propose de commencer cette émission, donc, parce que là, on était encore dans l'introduction, hein, on a parlé, mais là, cette fois-ci, on parle en général. On va parler en général et on ne se concentre plus du tout sur les personnes qui étaient présentes au Zénith de Limoges. Là, c'est en général. Vas-y, Christian. Voilà, en général. Donc j'ai pu, quand j'ai vu cette vidéo sur ce symposium, ce qui m'a intéressé, c'est de remonter un peu le temps pour voir un peu les origines qui pouvaient être derrière ce genre de réunion, hein, tout simplement. Ce genre de réunion de gens qui se prétendent galactiques, qui se présentent comme étant des channels. Channel, on va voir plus tard ce que ça veut dire, qui se présentent en contact avec des êtres outre-espace, donc des extraterrestres de différentes galaxies notamment. Ce qui m'a intéressé, c'est le côté mythologique, c'est-à-dire d'où ça vient, d'où ça peut venir. Qu'est-ce qui fait que des gens, à un moment donné, peuvent se référer
À des choses comme ça, tout simplement. Hein. On sait que l'ufologie est quelque chose de, comment dire, très complexe quand même, quelque part, et on sait que c'est quand même très populaire. Hein. Ça a été popularisé à partir des années 45 à travers Hollywood, à travers des publications, des films, des livres, et des émissions de télé, hein, comme aujourd'hui encore, il y en a. Alors, on va laisser, dans ce que j'ai fait, donc j'ai remonté le temps, et dans cette remontée du temps, on va tout de suite laisser de côté toutes les histoires qui remonteraient à l'époque biblique, hein, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Donc, toute la théorie des anciens astronautes que l'on peut trouver dans l'émission Alien Theory à la télé, on ne va pas en parler. Hein, même si on pourrait remonter dans ces époques, je me suis surtout intéressé, moi, à l'époque contemporaine. Hein, donc, c'est-à-dire la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on va voir que le côté alien, le côté extraterrestre, est une invention, dans le sens découverte, assez récente, au final. Hein, il n'y a pas de référence directe à des êtres venus de l'espace dans les anciens textes. Ce sont des références symboliques qui sont interprétées, mais qui ne sont pas forcément en rapport avec ce que l'on sait aujourd'hui de l'ufologie, tout simplement, hein, des extraterrestres tels qu'on les imagine à travers l'imagerie habituelle d'aujourd'hui. Donc j'ai commencé à rechercher d'où venait le premier channel, donc hein, à quel moment il y a eu un groupe d'humains qui s'est revendiqué comme étant en contact avec une entité ou une société extraterrestre. Et ça m'a amené dans les années 30 en fait. Hein. Dans les années 30 en Allemagne, avec une société secrète qui est devenue célèbre entre-temps, qui s'appelle la Société du Vril. Dans cette légende ou cette histoire-là, on y trouve toute une série de racines composantes du complotisme actuel. Hein, d'ailleurs, les galactiques du symposium ne s'en cachent même pas, puisqu'ils y font référence dans la vidéo. Il y a donc, à un moment donné, un exposé qui parle ouvertement des recherches sur le Vril, sur les soucoupes allemandes, dont on va reparler un peu plus loin, et sur toute une société de médiums qui seraient rentrés en contact avec des extraterrestres venus qui se situeraient dans la galaxie du Taureau, autour de l'étoile d'Aldébaran. On verra plus tard hein, que tout ça est sujet à caution, hein, c'est sujet à question. C'est une légende qui est là depuis les années 2000, hein, et qui est là dès le début du web en France. Et ça raconte la chose suivante. Donc, hein, un groupe de médiums composé de femmes aux cheveux très longs serait rentré en contact avec des extraterrestres de la constellation du Taureau, donc, et aurait obtenu des plans de machines volantes anti-gravité. Les fameuses soucoupes allemandes. Cela dit, ces soucoupes ressemblent étrangement à celles en casserole fabriquées par Adamski un peu plus tard, mais on y reviendra. Alors pour le Vril lui-même, le Vril, donc, pour ce qu'est le Vril, l'origine est beaucoup plus intéressante. Hein. Elle se situe à la fin du XIXe siècle. Hein, et c'est un romancier anglais, qui s'appelle Bulwer Lytton, qui a donc écrit un roman qui s'appelle The Race Incoming, donc la race future ou la race qui vient en français. C'est déjà tout un programme, hein, c'est déjà tout un programme. Et dès cette époque-là, dès 1886, je crois, la théosophe H.P. Blavatsky, donc Elena Petrovna Blavatsky, y fait référence au Vril, donc une mystérieuse énergie qui s'appelle le Vril, comme étant une énergie ayant été utilisée dans le passé, et qui s'apparente aujourd'hui, je dirais, à l'énergie libre chère aux complotistes d'aujourd'hui. Hein, l'énergie libre en relation avec Tesla, notamment, dans les années 30.
Ça, c'est de la légende encore. Hein. Voilà. Donc, ce roman, paru en 1871, décrit une race supérieure d'êtres vivants cachés sous la terre suite à un déluge. Cette race supérieure aux humains maîtrise une énergie environnante appelée le vril, grâce à des baguettes, donc en bien ou en mal. On pourrait rapprocher ça assez facilement du pouvoir de la force qui se trouve dans la saga Star Wars. Hein. C'est tout à fait ce genre d'idée-là. Avec des êtres un peu supérieurs qui sont capables de manipuler une forme d'énergie psychique autour d'eux. On peut aussi rapprocher le vril de ce qui a précédé un peu tout ça, de ce qui s'appelle le magnétisme animal de Mesmer à la fin du XVIIIe siècle. Une force vitale qui unifierait le vivant. Mais peut-être aussi, on peut rapprocher ça de la radioactivité qui était sur le point d'être découverte par Pierre et Marie Curie un peu plus tard. Hein, c'est une énergie un peu étrange qui se trouverait autour de nous et que l'on pourrait manipuler, tout simplement pour essayer de s'en servir, donc soit à des fins de destruction avec des armes, soit pour construire des choses aussi, d'un point de vue bénéfique. Donc. Hein, exactement comme la radioactivité à ses débuts, en fait. Quand vous regardez ça, c'est tout à fait ça. On a cru au départ que la radioactivité était une énergie, une découverte de bienfaits. On s'est aperçu par la suite que ce n'était pas le cas et que c'était plutôt destructeur. Toute cette histoire de société secrète, du vril, mais attention, sans les soucoupes, parce que les soucoupes sont venues beaucoup plus tard, est venue au grand public en 1960 par un livre célèbre écrit par Jacques Bergier et Louis Pauwels. Ça s'appelle un livre qui s'appelle Le Matin des magiciens, qui prétendait expliquer les racines du dernier conflit mondial. Sauf que les sources des deux auteurs sont des manipulations autour d'un cirque ésotérique venu essentiellement d'Autriche et de Bavière. Il n'y a aucune preuve de l'existence. En réalité, il n'y a aucune preuve de l'existence de cette société secrète. Et on ne sait même pas si sa principale figure, la médium Maria Orsic, a réellement existé. Ce que l'on sait, c'est qu'un officier de l'armée allemande, en 1933, quitte l'Allemagne pour travailler aux États-Unis, et cet officier nommé Willy Ley écrit un texte dans une revue pulp de la fin des années 46-47, c'est un texte qui s'appelle Pseudoscience in Naziland, en mai 1947. Cet article est considéré comme une source secondaire qui reprend toutes ces idées d'armes secrètes occultes. Alors je résume, hein, parce qu'en fait je suis très résumé, on me le reprochera d'ailleurs, hein, mais pas grave. Hein, non, mais pour l'instant c'est très intéressant, vas-y. Alors, il faut bien comprendre l'ambiance en Allemagne dans les années 30. Le mouvement Völkisch, c'est un mouvement qui est né au début du 19e siècle, à la fin du 19e siècle, et qui est une sorte de retour à la nature et aux anciennes traditions. C'est issu des milieux bourgeois, mais ça atteint son apogée et touche tous les milieux populaires dans les années 30 avec l'arrivée du nazisme, en fait. Derrière cela, il y a une société secrète qui est à l'œuvre et qui a réellement existé, elle, et qui est prouvée, qui s'appelle la Thule-Gesellschaft, menée par l'occultiste médium à 16 heures, le baron Rudolf von Sebottendorf et d'autres figures. Alors attention, il se prétend baron. En fait, il n'est pas baron. Bon, voilà. L'idéologie est ouvertement, alors l'idéologie elle est radicale, hein, elle est ouvertement raciste, arianiste, c'est-à-dire qui a suprématie blanche donc. Elle prône la supériorité du peuple allemand et ses racines, tenez-vous bien, atlantes, donc venues du fond des âges, hein, venues d'un continent disparu, un continent qui aurait disparu il y a à peu près 12 000 ans. Elle prône, alors c'est là que c'est important et que c'est un fait intéressant que je n'avais pas relevé à l'époque et dans le passé. Elle prône aussi une technologie purement arienne, c'est-à-dire elle se débarrasse de toute invention d'origine juive, y compris les brevets. Tout, absolument tout, ce qui était juif ne devait pas être utilisé par la technologie allemande pour la création d'énergie ou la création d'armement. C'est assez important et c'est assez extrême comme position. On peut aussi constater, une fois de plus, le rôle clé que ces revues pulp, donc, et qui ont diffusé certaines idées à la fin des années 45, ont joué avant l'arrivée du phénomène ovni en tant que tel. On a à partir de 1945 une sorte de mythologie qui se met en place. Alors il y a des choses que je vais répéter un petit peu.
Mais voici à peu près le schéma qui peut se dérouler à partir de 1945, après la Seconde Guerre mondiale, donc. Où déjà, à cette époque-là, tu as déjà les 3 aspects principaux de l'ufologie actuelle qui se dessinent, en fait. Donc, à savoir donc, le tolibouron, hein, les contactés, et le côté socio-psychologique, hein, avec des ponts entre toutes ces parties-là qui vont du paranormal en passant par des armes secrètes et des choses comme ça. Donc en 1946, je vais le rappeler à tout le monde, mais le mot magique soucoupe volante est lancé avec la description du vol en ricochet d'engins volants en forme de boomerang observé par Kenneth Arnold. Qui était à l'époque un pilote hein, qui en fait recherchait les traces d'un crash d'un avion civil à ses heures perdues pour toucher des primes d'assurance en réalité, je crois. Hein. Je crois que c'est ça l'histoire. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que ces ailes volantes observées, qui ont une forme de boomerang, ont existé en Allemagne. Hein. Il y a bien des traces, et il existe bien, donc les recherches et les prototypes d'ailes volantes nommées Gotha 229, GO 229, qui ont été récupérées d'ailleurs réellement par les Américains lors d'une opération de récupération d'informations à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc en 1945. C'est une histoire connue, très connue. Ils ont aussi testé ou copié des appareils de pointe comme le Messerschmitt P1101, qui aux États-Unis est devenu le Bell X-3, donc un avion de recherche avec pour objet donc des essais d'ailes en flèche. Hein, donc c'est pour dire que effectivement il y a eu quand même des ponts entre des technologies nazies et allemandes de la fin du Seconde Guerre mondiale jusqu'aux États-Unis dans les centres d'essais aéronautiques de l'époque. À savoir d'autant plus que les ailes volantes étaient un sujet déjà abordé par des fabricants aéronautiques américains, notamment Northrop, qui avait déjà développé des prototypes dès 1935. Voilà. En 1947, bien sûr, la date célèbre, c'est le crash supposé d'appareils exotiques avec des occupants tout aussi étranges à Roswell. Il y aurait eu deux sites de crash dans l'histoire en général. L'un serait une capsule de sauvetage d'un appareil plus vaste. Moi, ce que je peux dire là-dessus, c'est que je trouve quand même que ce sont des notions bien humaines. Hein. Le fait d'avoir un appareil de sauvetage est quelque chose d'assez humain, en sachant que les premières capsules de sauvetage et sièges éjectables ont été expérimentées en Allemagne à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Hein, pour le Messerschmitt, pas pour le Messerschmitt, pour le Heinkel 219, qui était un avion de chasse nocturne. Donc il y a bien eu des sièges éjectables à cette époque-là et des notions de capsules de récupération. Il n'y avait rien de nouveau et d'extraordinaire à ça à l'époque. Hein, c'était déjà existant. Alors on va s'occuper maintenant des contactés. Le contact, c'est ce qui va nous intéresser le plus aujourd'hui. Donc on va parler du premier contact qui est très bien documenté d'ailleurs, hein, puisque c'est un cas qui a été étudié par le psychanalyste Carl Gustav Jung. Et ce contacté s'appelle Orfeo Angelico. C'est déjà, rien que son nom, c'est déjà tout un programme. Il se dit contacté par des êtres célestes voyageurs en vaisseau de forme soucoupique. Orfeo donc écrira un ouvrage sur son expérience et on fera même un évangile au message de paix et d'écologie. Là où de nombreux observateurs de l'époque y voient un illuminé ou un escroc, Jung le considère comme un mystique d'un nouvel âge. Chose à noter sur ce personnage, c'est la manière dont il décrit les conditions psychologiques des rencontres qu'il fait. Il parle d'une fatigue soudaine et d'abaissement, il dit bien abaissement du niveau de conscience. Ça, c'est une notion assez importante qu'on va pouvoir développer un peu plus tard. En 1952, on a le prototype de tous les contactés, celui qui sera à l'origine, pour moi, qui est presque à l'origine des galactiques, en fait, au niveau de la manière dont ça s'est passé. C'est le célèbre, bien sûr, Georges Adamski, hein, qui est d'ailleurs un grand lecteur des livres de H.P. Blavatsky. On le verra tout au long de mon exposé. Blavatsky, donc, revient tout le temps. Hein, c'est un point de départ qui revient en filigrane tout le long de mes recherches.
il rencontre des Vénusiens dans le désert de Mojave. Mojave. Et c'est une escroquerie maintenant notable et avérée, sans aucun doute à peu près. Il y a encore des zones d'ombre, mais ce n'est pas très important. N'empêche qu'il incarne l'archétype ou prototype du contacté jusqu'à la fin des années 60. L'auteur Jean Sider, donc l'ufologue Jean Sider, a écrit un article en 2003 sur Adamski dans un ouvrage que je conseille à tout le monde, qui s'appelle La Gazette fortéenne, qui n'a rien lu de gazette. C'est un livre de près de 400 pages. Donc il écrit un article sur Adamski et il conclut, suivant son hypothèse de dark ufologie, puisqu'il a une hypothèse assez particulière quand même, il conclut que George Adamski aurait été sous l'influence d'entités fluidiques démoniaques, notamment un démon familier du nom d'Orton, qui est en fait le nom du principal contacté, du principal extraterrestre rencontré par Adamski. En 1952, on a un autre contacté dans le désert de Mojave aussi, qui s'appelle Truman Bethurum. Et en 1953, on a encore un autre contacté qui est plus célèbre, qui s'appelle George Van Tassel. Ce Van Tassel déclare une rencontre avec des Vénusiens, lui aussi, et construit, suivant les plans qui lui ont été donnés, un appareil qui s'appelle l'intégraton, dans le désert de Mojave, donc à Giant Rock. Le cas Van Tassel est intéressant parce que c'est le premier à parler d'un personnage que l'on retrouvera un peu plus tard, un peu plus bas, qui s'appelle le commandant Ashtar. Le commandant Ashtar, lors de méditation, il fait son apparition lors de méditation, toujours dans le désert de Mojave. Parce que M. Van Tassel a fait des méditations collectives dans son intégraton, qui était un appareil, donc une sorte de dôme en bois, qui devait permettre ou faciliter en tout cas la communication avec les extraterrestres et même éventuellement voyager à travers le temps quelque part au niveau de l'esprit. Et tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il se passe pas mal de choses dans ce désert quand même, alors qu'on est pourtant loin de la zone 51 à cet endroit-là. C'est un désert de l'ouest, de la côte ouest américaine. Ensuite, la partie 3, donc on rentre dans la mythologie et le psychosocial. On a donc là 3 courants d'ufologie. On a les contactés, donc on a bien tous les boulons au départ, et là on rentre également dès les années 40 en mythologie et psychosocial. Donc entre 1930 et 1947, là les revues populaires, pulp, bon marché se vendent dans les kiosques des journaux de l'époque. Plusieurs auteurs de ce qui deviendra la littérature de science-fiction ils publieront leurs premiers textes ou nouvelles. On retrouve Theodore Sturgeon, on retrouve Philippe Joseph Armer, Lovecraft, Philippe K. Dick ou Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke, très connu pour avoir écrit le scénario de 2001 Odyssée de l'espace. Il faut savoir que ce scénario part d'une nouvelle qu'Arthur C. Clarke avait écrite dans les années 46. Dans une de ses revues. Maintenant, cela dit, tout ce qui était publié dans ces revues n'était pas du niveau de ces auteurs, pas toujours. Très loin de là même. Il y avait beaucoup de récits, ce qu'on appelle, ce qui pourrait s'apparenter aux séries Z au cinéma, c'est-à-dire des histoires fantastiques assez, d'un point de vue littéraire, assez peu intéressantes en fait. En 1947, donc, l'ingénieur allemand Willy Ley, dont j'ai parlé tout à l'heure, écrit un texte dans la revue Pulp, donc Astounding Science Fiction, avec un titre avec le titre Pseudoscience in Naziland. L'affaire des recherches, qui s'appelle aussi l'affaire des recherches occultes de l'Allemagne nazie. Alors, à partir de 1951, bien sûr, on a Hollywood qui se mêle de l'histoire des contactés et s'empare du filon, bien sûr. C'est un filon, la science-fiction est un filon financier, on le voit aujourd'hui, encore plus qu'à l'époque, avec entre autres le célèbre film, donc le film emblématique qui s'appelle Le jour où la Terre s'arrêta de Robert Wise, un film de premier contact sous-coupique qui reprend la trame des contactés, qui parle d'écologie et qui parle de nucléaire notamment.
Je conseille à tout le monde de voir ce film, hein. C'est un très beau film. Ensuite, donc, je voudrais revenir un tout petit peu sur la vague de 54 dont j'ai parlé dans l'émission précédente. J'ai une petite précision à apporter. C'est que je considère l'étrangeté de cette vague comme une hybridation, c'est-à-dire une hybridation entre un ancien fond mythologique en place sur le territoire français, belge et européen, une mémoire affaiblie par la perte de milliers d'hommes qui ont emmené avec eux leur savoir-faire, histoire de famille et légendes liées à leur terroir d'origine. C'est à cette époque de reconstruction que la culture venue des États-Unis s'impose à tous en Europe, mode de vie plus urbain et technologique avec l'électroménager et les automobiles, et la consommation surtout. Mais aussi donc un nouvel apport, un nouveau fond mythologique de l'époque naissant avec les soucoupes et le début de la conquête spatiale qui se manifeste déjà dans la culture populaire du cinéma de l'époque. Et le résultat de cette rencontre, pour moi en tout cas, d'un point de vue symbolique et mythologique, pourrait expliquer l'étrangeté de la vague de 54 avec un mélange en fait matérialisé par endroits et par moments entre un fond légendaire existant, donc petit peuple gnome corrigan et géant, et de nos légendes campagnardes, de ce qui restait en place encore, avec un nouveau fond, donc une hybridation, un mélange avec un nouveau fond sous-coupique spatial de contact avec d'autres êtres extraterrestres, une sorte de mise en place d'un nouveau cadre de représentation, représentation légendaire et qui, pour moi, je le rappelle, est un phénomène religieux. Pour moi, l'ufologie, dont on parle ce soir, c'est un phénomène religieux. C'est quelque chose qui aborde les croyances et l'évolution de l'être humain en général. Et le message principal qui ressort donc à présent, donc après avoir lu tout ça, le message principal qui ressort, c'est un message d'évolution supérieure qui ressort chez les galactiques du New Age. Hein. On a affaire à des êtres supérieurs. On retrouve cette position toujours un peu élitiste. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est un mouvement assez élitiste. Hein. Et on va voir pourquoi. Vous allez voir. Donc en 1956, il y a un autre film qui paraît, donc qui s'appelle, qui est un film très intéressant, qui est un film sous-coupique hein, par excellence, et qui s'appelle Planète Interdite. Hein, c'est un film qui a été réalisé par Fred MacLeod Wilcox et qui est le prototype même du film avec merchandising, donc, et l'emblématique, bien sûr, et très célèbre Robbie le robot, qui était un jouet qui a été édité à des milliers d'exemplaires à l'époque. Ce qui est une chose, ce qui était vraiment une première en fait dans l'histoire du cinéma, c'est une première. C'est la première fois dans l'histoire du cinéma où il y a une telle production de produits dérivés à partir d'un film. Hein. Ça viendra ensuite, ça atteindra son apogée avec Star Wars par la suite. Donc la trame du film est simple, et très simple même. Un monstre invisible décime l'équipage d'un vaisseau terrien venu enquêter sur la disparition d'une mission de recherche sur une planète assez lointaine, très lointaine même. Seul un survivant et sa fille vivent richement sur cette planète. Il s'avère que cette planète était habitée auparavant par une race extraterrestre nommée les Krell, hein, et qui ont laissé derrière eux des centrales nucléaires de fabrication d'énergie en grande quantité, en sachant que les Krell ont totalement disparu sur cette planète. Il ne reste que le matériel. Et le savant, donc le survivant de la mission précédente qui était arrivé sur cette planète, a étudié, bien sûr, l'utilisation de ces machines, sans parvenir à grand-chose d'ailleurs. Hein. Ce n'est qu'à la fin du film que l'on comprend que ces machines, en fait, servent au départ à la matérialisation des pensées de leur créateur. Et pour pas spolier la fin, sauf que ces pensées n'étaient pas toujours positives. Hein, donc imaginez un peu ce que pourrait donner une énergie, donc on reparle un peu de l'énergie du vril dans cette histoire-là, quelque part. Imaginez ce qu'une énergie psychique pourrait donner entre les mains de personnes malfaisantes. Ça pourrait être quelque chose d'assez destructeur.
Il y a une chose à noter dans ce film qui est assez dérangeant et bizarre, que j'ai trouvé assez étrange moi à l'époque. C'est une sorte de compétition hiérarchique entre l'équipage masculin du vaisseau, autour de la séduction de la jeune fille. La jeune fille qui, bien sûr, est une jeune fille d'à peu près 20 ans et qui, forcément, est une jeune fille vierge. Donc, il se dispute un peu la virginité de cette personne et c'est un peu dérangeant. Je ne sais pas pourquoi ça se trouve dans le film, ça. C'est ainsi. On retrouve donc dans ce film, je l'ai déjà dit, donc le concept de machine de l'au-delà de la société du Vril, une énergie mystérieuse directement reliée au psychisme utilisé à des fins de pouvoir ou à des fins bénéfiques. En sachant que donc, je dis bien, une machine de l'au-delà. On ne parle pas de soucoupe volante encore à l'époque. Il n'y a rien ni dans le texte de Bergier, donc qui viendra par la suite, ni dans le Matin des magiciens, donc ni dans dans la nouvelle éditée en 47 par Willy Ley. On ne parle pas de soucoupe volante. Il n'y a pas d'appareil volant. Il n'y a qu'une machine de l'au-delà qui est décrite dans le livre de Bergier. Sans trop savoir ce que ça veut dire. Alors, le livre de Powell et Bergier en 1960 donc, a été quand même considéré comme une véritable catastrophe pour les ésotéristes de l'époque. Il faut le savoir, ça a été très mal reçu. Les raisons sont multiples, mais en gros, ce qui ressort, c'est que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire à tout le monde, en fait. Il y a un côté secret qui doit demeurer pour les gens de cette époque et parler de ça à tout le monde, c'est-à-dire à toute personne qui n'a pas été ni initiée, ni rentrée dans une société secrète, ni quoi que ce soit, n'est pas quelque chose de considéré comme étant positif. Et on peut dire que ce qui se passe aujourd'hui sur le web vis-à-vis de tout ce qui est un peu mystérieux sur les chaînes et certains médias du mystère, spécialisés dans le mystère sur le web, rejoignent tout à fait cette idée-là. On diffuse de l'information à tout le monde, sous couvert de mystère, de grands mystères des fois, ou en tout cas dits grands, sans aucune critique là-dessus et sans vérification. C'est juste pour faire de l'argent. Et se poser, au lieu de se poser des questions, on préfère gagner de l'argent, y compris sur des escroqueries, notables même. Je vais pas citer de chaîne, mais bon, tout le monde les reconnaîtra. Alors, le livre de Powell, en gros, dans le contenu, reprend la ligne mythologique de la théosophie, donc toujours Elena Petrovna Blavatsky, pour tenter d'expliquer les raisons occultes de la Seconde Guerre mondiale. On y retrouve notamment des allusions au texte de Willy Ley, donc en 1947, et également le thème, surtout ce thème en fin de livre, qui s'appelle l'homme futur, ou surhomme. Ces surhommes que l'on retrouve en super-héros qui se cristalliseront par la suite comment on appelle ça, chez Marvel et chez les autres. Ils sont très présents au cinéma ces dernières années. La mythologie du héros, l'homme supérieur en fait, qui imprègne l'ésotérisme occidental depuis déjà beaucoup d'années. Et bien sûr, on arrive en 1968, Erich von Däniken, qui lance sa théorie des anciens astronautes en s'inspirant directement, plus ou moins directement, du Matin des magiciens. Il reprend un certain nombre d'éléments qui sont présents dans le livre de Powell et Berger. On voit à quel point donc des publications de l'époque ont pu quand même imprégner l'histoire ufologique en général. C'est très important ça. Ce côté sociologique et culture populaire est très, 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 très important quelque part dans l'évolution du phénomène ovni et de sa compréhension. En 1968, on entre ensuite dans l'ère du mouvement psychédélique hippie et Babacool, qui traduiront toutes ces idées de paix et d'écologie et d'ufologie aussi. Faut pas oublier ça. On arrive au channel. La partie 3, c'est les channels. Oui, les fameux channeling. On arrive au channel, ouais, là c'est une sacrée histoire ça. Donc je saute beaucoup de channeleurs ou channeling. Tu remarques que je saute volontairement Raël, d'accord. D'accord. Peut-être
De toute Mettre façon, il y a un Raël dans, très bon documentaire sur lui sur voilà. Netflix. Hein, voilà. Donc tu mets Raël dans la culture psychédélique hippie baba cool, hein. C'est tout à fait dans l'idée, hein, tout à fait. Surtout qu'il s'est inspiré directement d'Adamski, hein, pour son histoire. Donc voilà. Il y a une très belle vidéo d'ailleurs à voir d'un débunker qui s'appelle, il porte un nom particulier celui-là, qui s'appelle le Défécator, qui justement se rend sur le puits de la Vache à un moment donné, avec là où Raël aurait fait ses apparitions, enfin là où Raël aurait fait ses rencontres du troisième type, donc et il s'avère que le puits de la Vache donc est un endroit bourré de ronces et de forêts en fait et d'arbres, qui fait qu'aucun vaisseau spatial n'a pu atterrir là-bas. C'est pas un désert, hein, on n'est pas à Mojave là, hein, on est dans on est en Auvergne, c'est pas la même chose. Donc les channels, on arrive au terme channel, c'est une autre théosophe, encore un théosophe, l'anglaise Alice Bailey, qui utilise ce mot pour la première fois au début des années 50. Définition, comme son nom l'indique, il s'agit d'une communication télépathique avec une entité extérieure, matérielle ou non. À la différence des contactés, les channels ne rencontrent pas physiquement leur interlocuteur, mais communiquent avec eux par méditation et donc télépathie. On va parler de la différence entre médium et channel. On peut considérer qu'Edgar Cayce est un des derniers grands médiums traditionnels et le plus célèbre d'entre eux. Un des plus célèbres. Edgar Cayce était un homme croyant et chrétien. Peu instruit, il pouvait entrer dans un sommeil hypnotique en état de transe, où il avait accès à ce qu'on appelle les mémoires akashiques en termes d'ésotérisme. Les mémoires akashiques, c'est une sorte de banque de données de l'histoire de l'humanité et de toutes les incarnations. C'est tout un programme, hein. Passé, mais aussi futur, d'après ce que j'ai compris. Il pouvait ainsi donner des réponses à des questions, notamment des soins, aux personnes qui venaient l'interroger sur leurs problèmes de santé ou autres. Edgar Cayce est surtout célèbre aussi pour ses visions sur l'Atlantide, donc un continent mythique qui aurait réellement existé et qui serait à l'origine de la construction des pyramides en Égypte, ainsi que du Sphinx. Voilà, il y a suffisamment de choses sur le web pour se documenter là-dessus, en sachant que l'Atlantide est un des termes les plus pollués qui existent d'un point de vue ésotérique, mais aussi politique, quelque part. Hein, puisque beaucoup de pays, beaucoup de mouvances politiques aimeraient bien que leurs ancêtres soient des grands Atlantes, quelque part. Hein. Donc l'avoir sur son territoire ils le convoitent pour l'avoir sur leur territoire. Hein. Et donc beaucoup de situations de cette île, beaucoup de situations de cette île est liée à une filiation politique, en fait, hein, et territoriale. Des revendications de territoire et des revendications d'ancêtres supérieurs, en fait. Toujours élitique, toujours très élitiste, tout ça. Hein. Contrairement à Edgar Cayce, les channels n'ont qu'un accès limité à, en général, une seule entité. Quelques-uns en font plusieurs, mais pas tant que ça. Et ces entités se manifestent mentalement dans leur esprit à un moment ou à un autre. Outre le commandant Ashtar, ou Ashtar Sheran, donc Seran, commandant de la flotte intergalactique pléiadienne, il serait en fait plusieurs millions en orbite autour de la Terre, ou pas très loin. Il y a une autre entité qui se canalise à travers l'américain Lee Carroll dans les années 90. Cette entité s'appelle Kryon, K-R-Y-O-N. Cette entité se présente comme maître des champs magnétiques de la planète Terre. Hein. Pour moi, c'est passionnant. Hein. C'est mon sujet de prédilection, les champs magnétiques. Et donc, retrouver un maître là-dedans, moi, je dis bravo. Hein. Je suis content. Sauf que, bon, sa mission principale à Kryon est de faire évoluer la planète qu'il nomme Gaïa et ses habitants vers une nouvelle dimension d'évolution nommée la 5e dimension.
D'après Crillon, nous serions tous reliés les uns aux autres à travers les champs magnétiques terrestres dans une conscience collective gaïenne, inspirée directement du scientifique Lovelock, hein, qui est le premier, dans les années, je crois que c'est juste après la Seconde Guerre mondiale, à parler d'une conscience collective terrestre. Une chose étrange quand même, que je tiens à signaler, pour ceux qui ont écouté ma première émission, les derniers écrits du neurologue Michael Persinger, donc, sur ses expériences en laboratoire qui donc soumettaient des personnes à des variations infimes de champs magnétiques pour voir leur réaction, pose une question justement dans un de ses derniers écrits avant son décès. Une question justement de liaison entre certains individus qui réagiraient aux mêmes fréquences de variation du champ magnétique terrestre et qui pourraient être en relation les uns avec les autres à distance, à travers ce même champ. Bon, ça reste une hypothèse tout ça, il n'y a rien de prouvé là-dedans, rien du tout. Alors pour les dimensions, pour expliquer ça, parce qu'en fait on a la 5e dimension qui semble devant nous, dans laquelle l'humanité semble s'engager, mais moi je demande où est passée la 4e, puisqu'on connaît très bien les 3 dimensions, donc longueur, largeur et hauteur. Hein, mais la 4e, on suppose que c'est celle du temps, hein, c'est ce qu'on appelle la dimension de temps, mais elle n'est pas considérée comme une dimension par les scientifiques. Hein. Donc la particularité de cette 4e dimension est qu'en théorie, on n'y voyage pas. Hein, on ne va que dans un sens. On a du passé vers le futur, mais on ne peut pas revenir en arrière. Donc on n'y voyage pas réellement. Nous sommes bloqués, a priori bloqués en 3 dimensions. A priori, je dis. Mais ça n'a rien à voir avec ça, en fait. En fait, il faut reprendre les concepts théosophiques pour expliquer ces histoires de dimensions et de 5e dimension notamment. Hein, il faut donc rappeler les concepts théosophiques qui s'inspirent directement de l'hindouisme. Bon. Blavatsky est allé donc chercher des textes anciens hindouistes. Elle aurait eu accès à un certain nombre de choses en Inde et au Tibet, sans que ces voyages d'ailleurs ne soient prouvés. On n'a aucune preuve de ces voyages, mais il semblerait qu'elle ait eu accès à un certain nombre de textes, et ces textes expliquent donc la chose suivante, qui est très connue aujourd'hui, qu'il y aurait au départ 7 chakras du corps humain reliés à 7 plans vibratoires, qu'on peut aussi appeler des niveaux de conscience. Vous avez le physique en 1, en 2 l'éthérique, en 3 l'astral, en 4 le mental, en 5 le causal, en 6 le spirituel et en 7 le divin. Donc, si vous comptez les dimensions, on va estimer que la 5e dimension se trouve sur le plan dit causal et que nous nous trouvons donc sur un plan dit mental. C'est d'ailleurs ça qu'affirme la théosophie. Hein. La théosophie dit que nous sommes donc actuellement, notre civilisation est sur le plan mental, qu'elle est donc au niveau 4 et qu'on va passer au niveau 5 d'après ces entités en tout cas. Alors, ces histoires de chakras, c'est lié aussi à des histoires d'éveil de conscience des personnes. Hein, l'éveil correspond à l'amplitude d'ouverture des chakras représentée par des fleurs ou pétales plus ou moins nombreux. Donc vous avez donc les chakras qui partent du bas du corps jusqu'en haut, sur le sommet de la tête. Je ne vais pas les décrire ici, ce n'est pas le sujet. Donc nous évoluons en permanence dans ces 7 plans vibratoires, le niveau collectif actuel donc étant le mental. Certaines personnes semblent atteindre d'autres niveaux vibratoires bien au-delà de ce niveau, bien au-delà du 4e. Nous allons donc vers la 5e dimension, en sachant que ce plan mental, la 4e, est le seuil entre les 3 précédentes donc, et les 3 suivantes. Cela dit, c'est pas aussi simple que ça aujourd'hui, puisque les choses se sont compliquées depuis l'époque théosophique, puisque maintenant, dans le New Age, on décrit jusqu'à à présent 12 dimensions. C'est énorme. Hein. Je ne sais pas où ils vont les chercher, mais ils les ont en tout cas. Alors, en ufologie, on peut rapprocher ces interprétations de l'échelle d'évolution du russe Kardashev, mais sans la même nomenclature.
qui, je le rappelle, décrit des civilisations de différents types capables d'évoluer et de se rencontrer éventuellement dans le futur. Donc, il nomme des civilisations de type 0, 1, 2 et 3, et au-delà. En 1990 apparaissent les enfants indigos. C'est un concept popularisé dans les années 90 donc par Lee Carroll aux États-Unis, lui aussi, donc il revient. Il s'agit de nouvelles âmes supérieures qui s'incarnent avec pour mission d'élever le niveau d'évolution vibratoire des hommes et de la planète pour permettre un passage, une ascension vers cette fameuse 5e dimension. Comme ces âmes arrivent dans un monde très matérialiste, on parle de forte densité, elles oublient leur mission lors de leur vie sur Terre. Le jeu consiste donc à ce qu'elles puissent s'éveiller pour accomplir leur dessein. Tout est donc dans le repérage de ces enfants et de leur comportement. Autistes, hyperactifs ou plus solitaires. On retrouve ça sous les appellations HPI, THPI, TDAH, etc. HPI étant haut potentiel intellectuel, THPI étant très haut potentiel intellectuel, etc. Depuis, les choses se sont encore compliquées puisque de nouvelles générations encore plus avancées d'enfants s'incarnent, ou d'âmes s'incarnent avec des dénominations comme enfant cristal, arc-en-ciel ou or. Ils s'engendrent notamment à partir de parents qui sont déjà des âmes indigos. L'ensemble de tous ces êtres s'appelle les Starseeds. Il faut bien comprendre que dans le New Age, c'est un mouvement horizontal. Il n'y a pas de direction donnée ou de clergé ou de concile pour définir et unifier les différents courants. De fait, tout le monde peut y apporter sa pierre, sa révélation ou canalisation. C'est ainsi que ce mouvement évolue. Et en observant les différents intervenants autoproclamés Starseed ou Channel, on s'aperçoit très bien qu'il y a une forme de surenchère permanente entre eux. Les races extraterrestres. Nous sommes à présent bien loin des Martiens et Vénusiens décontactés du début. Le commandant Ashtar et sa flotte galactique sont les plus anciens, puisqu'ils sont présents lors du contact avec Van Tassel à Giant Rock, aux États-Unis. D'autres êtres extraordinaires l'ont rejoint depuis. Cela vient du fait que grâce à la présence des channels, le niveau vibratoire de notre planète s'élève, ce qui permet une meilleure communication à des niveaux plus élevés. Pour résumer, on ne peut pas tous les nommer, mais en voici quelques-uns. Les Pléiadiens, donc, ce sont des êtres humains comme nous, blonds, grands et souvent aux yeux bleus. On a aussi les félinoïdes, ce sont des félins et humanoïdes, races créées par ce qu'on appelle les lyriens, constellation de la lyre, en 12 dimensions, je crois. Aquafaria, habitants de sous la terre ou intraterre ou Lagartha, Shambhala, Telos, Maya, Ancha, Rama, Poside, Hyperborée, etc. Les Arcturiens en 9D, 9D dimension, s'il vous plaît, viennent d'une belle planète bleu-verte avec un noyau cristallin qui orbite autour de l'étoile Arcturus, constellation du Bouvier. Les Urma, race féline dominante dans la galaxie, tout comme les reptiliens ou Dracos. Eh oui, on retrouve les reptiliens, forcément. Les insectoïdes sont rapidement différents des Talsanites et des Ganyméniens. Ils ne sont pas humanoïdes, ce sont des créatures invertébrées. Les Andromédiens, ce sont des maîtres architectes de la géométrie sacrée et de la vie. Et bien sûr, on retrouve les gris, qui viendraient de Zeta Reticuli, a priori. C'est une race qui serait dans la dualité, donc dans le pouvoir et le contrôle. Et enfin, bien sûr, on retrouve aussi, inévitablement, les Umnites, qu'on ne présente plus. Tout le monde connaît les Umnites et l'affaire Umno. Alors, on va dire quand même que le New Age ressemble beaucoup à ce qu'on pourrait appeler un Gloogie-Boulga géant. Gloogie-Boulga, c'était la nourriture préférée du dinosaure Casimir, qui était dans l'île aux enfants, dans l'émission L'île aux enfants. C'est vraiment un Gloogie-Boulga, un gros mélange, parce que ça ne s'arrête pas qu'aux galactiques, ça ne s'arrête pas qu'aux extraterrestres. Cette mouvance, donc New Age, ressemble beaucoup à un fourre-tout de toutes les tendances spirituelles complotistes ou ésotériques du moment, en remontant depuis le 19e siècle et bien au-delà encore, je crois. Le New Age se veut comme un syncrétisme religieux, incluant toutes les religions et les représentants célestes, extraterrestres ou non.
On trouve donc des canalisations de grandes figures religieuses qui n'ont rien à voir avec les extraterrestres au départ. Ces entités donc religieuses délivrent leur message d'amour et de paix inconditionnelle, bien sûr. On retrouve bien sûr Joshua, qui est le Christ en fait. On retrouve Marie, la mère du Christ. On retrouve Marie-Madeleine, bien sûr, inévitablement. Mais aussi des archanges, comme Saint-Michel ou alors Saint-Germain. Mais comme c'est pas assez, on trouve aussi des Atlantes ou des Lémuriens. On peut aussi trouver des druides, ou encore la loge de la fraternité. On peut aussi trouver des druides et aussi la loge de la fraternité blanche, chère aux théosophes, notamment Maitreya, hein, une des figures principales de la fraternité blanche. Dans sa complexité, le New Age n'a rien à envier à l'hindouisme et à ses textes sacrés comme le Mahabharata. On est toujours donc dans les textes de H.P. Blavatsky et sa société théosophique indo-européenne. Alors l'imagerie autour de tout ça est très colorée et directement inspirée là aussi de l'Inde, hein, de l'hindouisme. Aujourd'hui, la plupart de ces images sont générées par intelligence artificielle, ce qui permet une projection très expressionniste de ces idées-là. Ils sont magnifiques, toutes ces images et tous ces extraterrestres sont extraordinairement expressifs. Il n'y a qu'à regarder l'affiche du symposium d'ailleurs, hein, qui est tout à fait dans cette ligne-là, dans cette droite ligne expressionniste. Maintenant, on va parler des gris et des blancs, justement. En 1992, les soucoupes nazies arrivent. Enfin, c'est plutôt la soucoupe d'Adamski, couveuse à poussins volante, qui sert de modèle à une théorie plus que douteuse, qui s'est popularisée dès le début du web dans les années 92. À l'origine, une publication de Jürgen Rathofer et Ralph Ethel, Das Vril Project, publié à Vienne en 1992, donc. Une version revue et corrigée de la machine de l'au-delà de Schumann, hein, de la Société du Vril, transformée en machine volante soucoupiste, à partir des textes donc, de Powell et Willy Ley également. À noter que des références complotistes au Vril font appel maintenant, aujourd'hui, à l'énergie libre de Tesla, ainsi qu'au groupe Thulé. Et que tout ça est bien présent lors du symposium de Limoges. On peut s'interroger sur la présence de ces références-là sur scène. C'est assez étrange, je trouve. Et en contradiction un petit peu avec l'ambiance bon enfant qui avait l'air de régner lors de ce symposium. Les Pléiadiens blonds, nos amis, versus les vilains gris, violeurs et ravisseurs. On ne peut que constater que cette mythologie complotiste New Age nous raconte ce qui se trouve déjà dans la théosophie, ou plus tard l'anthroposophie, à savoir une hiérarchie des races passées et futures liées à l'évolution de l'humanité. Attention, dans les deux cas, qu'il s'agisse des gris ou des Pléiadiens, la génétique les intéresse, à savoir aussi que sur l'échelle de Kardashev, une civilisation de type 1 maîtrise non seulement son environnement, n'utilise pas d'énergie fossile, mais maîtrise également sa natalité et son ADN, donc de l'eugénisme. À noter aussi que cette complexité de croyances façon New Age se retrouve aussi dans un mouvement opposé qui s'appelle la culture woke, hein, d'extrême gauche, là. Mais qui en fait, là aussi, se rapproche de problèmes génétiques, hein, avec une procréation assistée. Cette procréation assistée qu'implique la théorie du genre. On remarquera que tout ça tourne quand même autour de l'évolution, humaine. Alors, en dernière partie, on va parler de dark ufologie, avec un auteur célèbre qui est très connu dans les milieux ufologiques, qui s'appelle Jean Sider. Jean Sider a écrit plusieurs ouvrages, mais un de ses ouvrages s'appelle « La vie vient d'une intelligence supérieure », qui a été publié dans les années 2003. Et c'est dans cet ouvrage que Jean Sider élabore une théorie selon laquelle l'Homo sapiens aurait reçu un coup de pouce génétique, là encore, d'origine extérieure, lors de son évolution. Au-delà de ça,
il suppose également l'existence d'une intelligence supérieure omnipotente et métamorphique, c'est-à-dire capable de changer de forme, qui interviendrait régulièrement dans l'histoire de l'humanité, sous couvert de dieux, de démons et d'extraterrestres d'aujourd'hui. Donc c'est une vision assez démoniaque des choses, hein. Aussi bien dans l'esprit des humains, donc directement dans l'esprit des personnes, que dans leur réalité, hein. Cette intelligence serait capable de matérialiser des images réelles, donc dans l'environnement, de la réalité objective des individus. Notamment, donc il parle pas mal des Men in Black, hein, les MIB, hein, qui seraient des matérialisations en fait, hein, de cette entité, de ces entités. Alors moi, je vais rejoindre Jean Sider dans cette approche. Je propose l'éclairage, donc, pour illustrer ce propos, je propose l'éclairage de 2 cas de contact avec des entités. Des contacts qui ne sont pas très connus. Enfin, un contact en particulier qui n'est pas très connu, qui a eu lieu dans les années 2000. Il s'agit d'un témoignage d'une certaine personne qu'on va appeler ME, M-E. Qui faisait donc ce qu'on appelle des voyages de conscience, c'est-à-dire du remote viewing en anglais. Oui, donc le fameux remote viewing, qui est d'actu d'ailleurs, tu sais, avec TPMP, là, le major qui avait soi-disant vu là où était le corps d'Émile, et aussi, tu sais, qui enquêtait sur la disparition de Lina. Oui. Donc, le major Edward Adams de la CIA, l'ex-major de donc, la vision à distance, c'est ça le remote viewing. Donc, rejoignant Jean Sider dans cette approche, je propose l'éclairage de 2 cas de contact avec des entités. Le premier cas est celui d'un certain J.E. Avec sa compagne M.E. Voici le résumé de ce cas qui date des années 2000 et qui est un cas qui a été diffusé, donc qui vient d'une diffusion radio de l'époque. Je ne citerai pas la radio pour éviter de trop remonter sur ces personnes qui sont toujours actives à l'heure actuelle. Il y a certaines personnes là-dedans qui sont actives encore, donc je n'ai pas envie d'être confronté à leur mécontentement éventuel. Il s'agissait d'un témoignage d'une certaine ME qui faisait des voyages de conscience, du remote viewing. Et ce n'est pas tout à fait du channeling, ça va un peu plus loin, hein. Ça permet donc de voir à distance des endroits et de voyager hors du corps quelque part, hein. Cette jeune femme avait signalé à la gendarmerie, tenez-vous bien, la disparition de son compagnon nommé J.E., disparition due à des extraterrestres qu'il avait recrutés comme pilote pour un de leurs vaisseaux. Rien que ça, hein. Donc aller voir les gendarmes pour expliquer que son compagnon a été enlevé pour devenir, et pas forcément enlevé d'ailleurs, préparé, entraîné et enlevé pour aller piloter des vaisseaux extraterrestres dans l'espace, c'est quand même quelque chose d'assez inhabituel, hein. Donc EM, dans cette émission radio, se retrouve face à plusieurs intervenants ufologues de l'époque. Je ne vais pas les citer non plus. La ligne directrice était de démontrer l'imposture du compagnon, donc du pilote, J.E., au travers de la naïveté évidente de sa compagne, donc, afin d'éviter la création d'une nouvelle secte ufologique, rien que ça. Oui, parce qu'en plus de l'enlèvement et de l'entraînement de pilotes, il y avait également une diffusion d'un message, d'une sorte de référendum, ce qu'on appelait un référendum mondial, demandant à un certain nombre de personnes qui voulaient bien répondre, posant la question de savoir si tout le monde était d'accord pour que ces extraterrestres puissent apparaître au grand jour avec leur vaisseau aux yeux de tout le monde, hein. Donc il y a eu un véritable forum, il y a eu un forum mis en place sur le web à l'époque, pour essayer donc d'avoir un certain nombre de signatures télépathiques, je précise bien, de signatures télépathiques,
pour justement voir tous ces extraterrestres apparaître au grand jour. Bien sûr, on attend toujours, hein, ils sont toujours pas là. Le référendum a manifestement échoué. Ce qui est intéressant, c'est pas forcément cette histoire qui est plus proche d'une escroquerie que d'autre chose. Ce qui est intéressant, c'est le discours et le flot de parole de M.E. Ce flot de parole m'a toujours interpellé, moi. C'est quelqu'un qui maîtrisait donc un langage qui était quand même très, très ésotérique, avec un mélange dans différentes traditions. C'est une suite de visions qui puisent dans toute une littérature ésotérique et New Age de l'époque. Et tout y passe, littéralement, tout y passe. On a aussi bien un voyage dans l'Agartha. Donc l'Agartha, je rappelle, ce sont des êtres qui vivraient au centre de la Terre, hein, ce qu'on appelle la Terre creuse. On a bien sûr des reptiliens, inévitable. On a des gris. On a des stations spatiales ambassades, hein, un peu comme la série Babylon 5, hein, où il y a différentes races extraterrestres qui cohabitent dans un même lieu. Et bien sûr des rencontres également avec Joshua, le Christ, donc rien que ça. On retrouve donc toute la trame citée déjà plus haut, mais complexifiée depuis. Hein. Ça s'est encore compliqué depuis cette époque-là. Là, on était dans les années 2000. Aujourd'hui, en 2024, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça encore. Les visions, les choses se sont encore plus mélangées et encore plus ont évolué. Ensuite, on va parler d'un autre cas, qui est un cas actuel. Hein, on va parler d'une personne qu'on va appeler J. Là, nous sommes aujourd'hui, et on ne compte plus le nombre d'intervenants youtubeurs, souvent youtubeuses d'ailleurs, qui s'autoproclament artisans de lumière. Donc c'est le terme qu'ils ou elles emploient. Ces artisans de lumière sont en général en contact avec ce qu'ils appellent des guides spirituels. Donc l'une d'entre elles s'appelle J. Elle se trouve quelque part dans le sud de la France. Je ne citerai pas l'endroit. Tout ce que je peux dire, c'est que je sais que J fréquente un endroit particulièrement actif d'un point de vue géomagnétique. C'est un endroit qui est une anomalie majeure. C'est un paradis pour les radiesthésistes. Hein. C'est un cas d'école. C'est un bel endroit. C'est un très bel endroit qui est encore préservé et assez peu connu. C'est pour cette raison que je ne le nomme pas. Pour qu'il reste loin du flux de visiteurs. Même si on peut trouver ces informations assez facilement, en fait. J, donc, canalise toute une faune d'êtres spirituels allant des guides, des druides, de Saint-Michel, des Lémuriens, de l'Agartha et d'autres. Elle raconte aussi ses précédentes incarnations. Oui, parce que j'ai oublié de dire ça, il n'y a pas de différence entre l'au-delà et les dimensions des extraterrestres. Hein, il n'y a pas de différence. Ce sont des âmes. Hein, on parle d'âmes et d'êtres qui sont dans d'autres niveaux de dimensions, donc, et qu'en fait, ces êtres viennent s'incarner au sein de l'humanité. Hein, et le message est toujours le même, c'est nous aider à évoluer. Il nous prépare à une sorte d'ascension. Hein. L'ascension est un thème qu'on retrouve également dans la série de science-fiction, hein, qui est très connue, qui est Stargate SG-1. Hein, on parle bien de l'ascension et toute l'imagerie New Age se retrouve d'ailleurs dans cette série, hein, toute une partie, hein, qui s'inspire largement de toute cette mythologie. Alors ces deux cas sont intéressants parce qu'ils illustrent très bien, entre guillemets, les dégâts du channeling et autres pratiques de méditation sur des personnes. Attention aux propos que je vais employer. Ce sont des personnes fragiles, ou momentanément vulnérables, ou propices à des états de conscience autosuggérés ou induits par des facteurs extérieurs. Ces facteurs peuvent être le champ magnétique, bien sûr, ça reste dans mes théories, le gourou, hein, le gourou qui dirige une éventuelle secte, les psychotropes, bien sûr, hein, les drogues, donc, et bien sûr également, on ne peut pas les écarter, certaines pathologies mentales qui sont plus ou moins diagnostiquées.
C'est ce qui est très compliqué aujourd'hui dans le domaine du channeling. On ne peut pas faire, il est très difficile de faire la part du vrai et du faux. C'est très difficile. On ne sait pas s'il y a des gens là-dedans qui ont des pathologies, donc des maladies mentales réelles, donc des dissociations de personnalité notamment, des personnalités dissociatives, on dit, ou même d'autres maladies répertoriées. Donc c'est très difficile de faire la part des choses. C'est pour ça qu'il faut être très très prudent quand vous avez affaire à ce genre de personnes et à ce genre de communication surtout. Dans ces deux cas, ces deux personnes, pour une raison ou une autre, ont ouvert dans leur esprit ce que j'appellerais, c'est un terme qui est approprié pour moi, qui s'appellerait la boîte de Pandore, en référence indirecte à l'image de la légende grecque sur la boîte de Pandore, donc Pandora. Je vous propose, moi, l'hypothèse suivante. Alors, vous prenez une grande boîte, imaginez qu'il existe une boîte donc, dans laquelle vous pourriez enfermer tous les rites funéraires ou initiatiques et les symboles et images associés, ce qu'on appelle les archétypes chez Carl Gustav Jung, qui ont été donc des rites qui auraient été maintes et maintes fois répétés, et des êtres, donc des images symboliques de dieux ou de divinités qui ont été vénérés des milliers et des milliers de fois tout au long de l'histoire de l'humanité depuis environ 12 000 ans. Imaginez que vous preniez tout ça et que vous l'enfermiez dans une boîte. Pour rejoindre Jean Sider, imaginons que la boîte soit gardée par une entité maligne, du petit peuple. Par exemple, on pourrait prendre le dieu grec, Pan, par exemple, P-A-N. Le dieu Pan, il est assez connu, il s'appelle aussi le faune. Hein, c'est un être de la nature qui est très célèbre, et qui est très célèbre pour une raison très simple à comprendre, c'est sa libido qui est démesurée. Hein, Pan saute à peu près sur tout ce qui bouge. Notamment, donc, c'est de là d'ailleurs que le mot panique provient. Hein. Quand Pan apparaît, c'est la panique. À présent, considérons que les états modifiés de conscience, induits ou non par des paramètres extérieurs, permettent d'ouvrir cette boîte dans nos esprits en relation avec certains lieux sacrés, lors de visites que l'on peut faire sur ces endroits, dans certaines conditions et dans certaines prédispositions. Hein, une sorte de clé. On aurait en nous une sorte de clé qui permet d'ouvrir cette boîte. Eh bien, ce serait une ouverture. Qu'est-ce qui passerait-il si on ouvrait cette boîte? Eh bien, ce serait une ouverture vers un monde féerique, merveilleux. Un monde merveilleux façon Narnia de Disney, donc le film célèbre, peuplé d'une faune multiple et polymorphe, s'adaptant, voire se matérialisant à notre réalité suivant la culture de chacun. On y retrouverait les fées, les gnomes, mais aussi les extraterrestres, les grands êtres druidites et autres surhommes présents dans notre processus culturel, populaire ou religieux. Donc une sorte de mémoire, en fait, qui s'activerait sous certaines conditions. Hein, ça peut être des conditions sur certains lieux sacrés, effectivement, mais aussi suivant des prises de produits éventuellement stupéfiants et autre chose. Sauf que ce qui pourrait être pris, l'ouverture de cette boîte pouvant être pris pour une évolution spirituelle, oui, parce qu'on rentre dans un monde merveilleux, on rencontre plein de mondes extraordinaires, donc pourquoi pas. On pense donc qu'on va vers une évolution, une sorte d'accès à une cinquième, à une nouvelle dimension des choses. En fait, ça pourrait s'apparenter plutôt à une chute. En effet, beaucoup de ces lieux sacrés qu'on visite sont souvent, avant tout, des tombes. Et dans une tombe, on descend. On ne monte pas dans une tombe, on y descend, la plupart du temps. Il y a très peu de tombes où il faut monter. Hein, très peu, mais elles existent. Elles existent quand même. Donc, le revers de la médaille dans tout cela, c'est qu'on peut facilement tomber dans le panneau. On a encore un mot en forme, avec le mot pan en tête. Hein, panneau.
C'est un piège. Le panneau, c'est un piège utilisé pour capturer les animaux à l'époque médiévale. Pas parce qu'on est naïf ou faible, mais simplement parce que nous n'avons pas assez de culture pour discerner le piège. Tel le corbeau et son fromage, on se laisse berner par un renard qui, en ufologie, prend d'ailleurs le nom de Pan, phénomène aérien non identifié. Pan est un séducteur. Il ne faut pas oublier qu'il joue de la flûte. Il joue de la flûte pour s'attirer les faveurs de ses proies. Ce n'est peut-être pas pour rien que Pan décrit aussi, que le mot Pan décrit un coup de feu dans bande dessinée. Et que quand on entend le pan des chasseurs en forêt, c'est que ça tire. Ce sont des images, bien sûr, mais le langage a une certaine sagesse. Le satire et sa tromperie, représentée par le diable et la tête de bouc, est tout à fait compatible avec le phénomène ovni et son absurdité satirique. Tout comme il est compatible avec la grotesque mise en scène de ce symposium de Limoges et le contenu délirant des discours absurdes sur fond de complot. Alors, en matière d'ufologie, pour conclure, la méfiance est de mise. L'enfer est souvent pavé de bonnes intentions, et il est essentiel de discerner au mieux le vrai du faux, ou au pire, la tromperie idéologique ou politique même, de l'escroquerie simplement mercantile. Dans cette histoire-là, j'ai parlé donc de dark ufologie. Et ce qu'il faut bien comprendre dans tout ce que j'ai décrit, c'est qu'il y a une sorte de colonne vertébrale qui prend ses racines dans la fin du 19e siècle, donc dans la théosophie de Blavatsky. Eh oui, finalement, tu nous apprends ce soir que c'est très ancien, cette histoire. Oui, Ça date en pas fait, d'hier. non, c'est juste un changement de cadre de représentation. C'est-à-dire, tu retrouves exactement dans le New Age toute la hiérarchie, une sorte de hiérarchie raciale, c'est le mot qu'il faut employer, je suis désolé s'il peut choquer des gens aujourd'hui. C'est une hiérarchie raciale qui a été donc décrite par Blavatsky donc dans la doctrine secrète. Ça a été mal expliqué, c'est-à-dire suffisamment mal écrit en tout cas pour être mal interprété. Je ne pense pas que Blavatsky soit une raciste, c'était pas une nazie, pas du tout, mais l'interprétation qu'on en a faite, elle, c'est sujet à caution. Hein. Et cette hiérarchie donc des races, notamment, donc on peut remonter dans ce qu'ils appellent les quatre races précédentes qui nous ont précédés. Nous sommes dans la cinquième race pour les théosophies. Pour la théosophie. Tu as d'abord deux premières races qui sont totalement éthérées, dont je ne me rappelle plus du nom d'ailleurs. Hein. Je crois qu'il y a le mot éon dedans, mais je ne suis pas sûr. Il y a deux races totalement éthérées qui se seraient incarnées, qui auraient commencé l'incarnation sur Terre, en fait, sur la planète, suivi d'une troisième, qui est une race qui s'appelle les Lémuriens, donc, qui aurait occupé un continent qui se serait trouvé dans le Pacifique. Certains disent que l'île de Pâques serait le vestige de ce continent, la Lémurie, donc, le continent Mu. C'est très connu, puisqu'il suffit d'avoir vu la série Les Cités d'Or à la télé pour retrouver cette histoire-là, hein, l'histoire de ce continent perdu. La Cité d'Or, dans laquelle d'ailleurs on retrouve les méchants petits gris, hein, les méchants petits gris qui sont les Olmecs, qui luttent contre les sages de cette civilisation perdue, qui sont la société de Mu, donc les Lémuriens. Et ensuite, donc, tu as donc la quatrième race qui serait les Atlantes, les célèbres Atlantes, donc, qui seraient subdivisées en plusieurs races. Hein, c'est assez complexe. Le processus, en fait, le processus qui est décrit est un processus qui va un peu à l'envers de l'évolutionnisme il s'appelle, j'ai oublié son nom, Darwin, hein, de l'évolution de Darwin, la théorie de l'évolution. Ça marche à l'envers en fait, hein. C'est-à-dire qu'on part d'êtres célestes très évolués vers des êtres de plus en plus denses et incarnés. C'est nous en fait, hein. Ça marche à l'envers. Hein. Et maintenant, a priori, puisqu'on est arrivé au niveau niveau 4, donc au niveau mental, nous sommes en train de remonter. Nous sommes en train de repartir dans une évolution.
Alors que jusqu'au niveau 4, nous sommes dans quelque chose qui est plutôt une involution. C'est une incarnation, donc à l'envers. Donc les Atlantes, qui eux auraient disparu il y a environ 12 000 ans, ça c'est la grande légende. Donc on retrouve donc à travers des Atlantes, donc après les Atlantes se trouve la 5e race qui est la nôtre, et donc en tête de pont, ce qu'ils appellent à l'époque la race aryenne, hein, l'arianisme on retrouve, donc la suprématie blanche entre guillemets, avec pour la race suivante, donc parce qu'il y a il y a le futur qui est inscrit également. La race suivante, donc le courant suivant serait les Slaves. Hein. Donc cette structure donc de hiérarchie de race, on le retrouve tout à fait dans le New Age, avec donc des intervenants à des différents niveaux d'évolution qui rentrent en contact avec nous. Est-ce qu'il faut voir ça comme quelque chose de très positif et de très évolution, qui est très évolutif, d'une promesse d'évolution, d'une ascension extraordinaire donc de l'esprit humain, ou est-ce qu'il faut le voir d'un point de vue plutôt maléfique, avec quelque chose qui, en fond d'ailleurs, nous manipulerait, hein, comme dit Jean Sider. Voilà. En tout cas, on comprend mieux avec ce soir, avec ton exposé de ce soir, on comprend mieux tout ça. Et on sait maintenant quelles sont les sources. C'est ça, Oui, toi, tu as été à la source, en fait. alors attention, je ne traite pas tout le monde, attention, je ne mets pas tout le monde sur ce point-là, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens là-dedans qui ignorent ces sources. Hein. Le New Age s'étend notamment par l'ignorance. Et Hein. c'est bien pour ça que ce Par l'ignorance. soir, toi, tu avais pour but d'informer les gens, Oui, d'expliquer un petit peu l'histoire du New Age, l'histoire voilà. des galactiques. Voilà, en sachant que le New Age est un terme qui est apparu dès la fin du 19e siècle, c'est pas un terme récent. Et oui, c'est ça en plus. C'est pas un terme récent. Ça a pris lentement, donc c'est un courant donc, qui a pris lentement son essor. Et il faut savoir aujourd'hui qu'il y a dans les mouvements New Age des courants que je ne vais pas nommer parce on risque d'avoir des procès. Hein. Ce sont des gens qui sont très à l'affût de ce qu'on dit sur eux. Il existe des mouvements issus de la théosophie qui sont à l'heure actuelle très très actifs. Hein, très actifs. Ils avancent cachés, on ne les voit pas, mais ils sont très actifs. Et tout le monde les croise un jour ou l'autre. Voilà. En sachant que ces mouvements sont relativement limités en termes de taille, puisque les noyaux, donc le noyau, on va dire le noyau donc dur, c'est-à-dire celui qui préserve, donc qui fait avancer ce mouvement, si on atteint les 1000 personnes, c'est bien. D'accord ? Ils sont peu nombreux au niveau de la direction, mais très nombreux au niveau des sympathisants. Voilà. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Là. Et ils sont là depuis très longtemps. Très, très intéressant. Bon, Ils sont là depuis longtemps. Et donc, en tout cas, grâce à toi, on en sait plus sur les galactiques. Et c'était, encore une fois, c'était le but de ce soir, de l'émission. Merci beaucoup, Christian. Cette émission se termine ici. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, faire une petite conclusion rapide? Non, la conclusion, c'est que quand même, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. C'est-à-dire, je ne dis pas que tout le monde est d'extrême droite ou tout le monde est dans le complotisme. Hein. Il y a beaucoup d'adeptes dans le New Age qui sont tout à fait sincères, qui croient vraiment en tout ce qu'ils croisent. Leur seul défaut est de ne pas se renseigner suffisamment sur les sources réelles de ce mouvement. Eh bien, merci Christian. Merci beaucoup. C'était encore un plaisir de t'écouter. Et je suppose et je suis sûr que ça a été un plaisir aux auditeurs aussi de t'écouter, d'écouter cet exposé, toutes ces informations. Et je te dis donc à la prochaine. Merci beaucoup. Merci Olivier. Allez, bye bye. Salut Christian. Bientôt, à très bientôt.